Notre invité ce soir, Monsieur Boubacar Camara, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Camara, rebonsoir. Rebonsoir madame et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous accueillir dans nos locaux, une nouvelle chaîne de télévision, la GTV. Peut-être un mot d'introduction. Je vous présente toutes mes félicitations. J'ai visité les locaux et j'étais impressionné par la qualité des investissements qui ont été consentis et leur ampleur. Et j'ai retrouvé beaucoup de figures que j'ai eu à rencontrer dans d'autres vies et qui ont toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme. Félicitations et bon vent. Merci beaucoup. Notre Sénégal, que vous avez l'insigne honneur de diriger, est à la croisée des chemins. Les vents forts agitent l'océan et notre barque tangue. Il faut écoper, il faut calmer les esprits. Il faut essayer d'arriver à bon port, sain et sauf. Le climat mondial n'est à la faveur d'aucun pays. Le doute s'installe, montrant notre fragilité. Nous avons tous besoin de sérénité. Vous reconnaissez certainement ces mots. Oui, ça c'est ma lettre du 13 février 2001, à la veille de l'interpellation, ou en tout cas du dossier qui oppose Ousmane Sonko et l'État du Sénégal. Et j'avais senti justement qu'on allait vers des dangers. Et j'avais voulu attirer l'attention dans une lettre ouverte. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. D'ailleurs, on ne m'écoute pas souvent. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation extrêmement difficile. On essaie de rattraper, mais avec beaucoup de maladresse. Nous allons un peu insister sur cette lettre. Vous pouvez nous rappeler le contexte, justement? Alors, on est en février. On venait de sortir de l'année 2020, marquée par une situation assez exceptionnelle où l'opposition au sortir des présidentielles avait rejoint le pouvoir. Et donc, il restait une opposition qui avait 15% à la présidentielle. J'ai eu l'honneur de de superviser la campagne d'Ousmane Sonko. Et il y a eu une reconfiguration politique. Et 2021, dès les premiers jours, on commence à parler d'une affaire de viol, de menaces de mort et tout. Et connaissant bien le contexte d'alors, j'avais senti que c'était cousu de fil blanc. Il y avait une trop forte implication de l'État dans cette affaire, qui a priori était une affaire privée, et qui a été un peu tournée dans tous les sens avec une médiatisation, une implication de l'État, une accélération de certaines procédures. Et de façon générale, comme je l'ai dit dans la lettre, la perception était que c'était une cabale organisée pour empêcher le président Ousmane Sonko d'être candidat à la présidentielle de 2024. Et que ça n'allait pas passer. Et ils ont tenté et ce n'est pas passé. Et aujourd'hui, il y a eu des morts, malheureusement. Il y a eu des prisonniers, il y a eu tout dans cette affaire-là. Et après un procès rocambolesque, ça a fini par une disqualification. Et aujourd'hui, c'est regrettable. Et pensez-vous que la situation politique que l'on est en train de vivre est une conséquence justement de cette arrestation de Ousmane Sonko? En partie. Ce dossier a montré un peu une certaine radicalité du pouvoir pour empêcher le président Ousmane Sonko de participer à l'élection, mais également a montré une radicalité de la part du président Ousmane Sonko et de ses partisans de ne pas se laisser ensevelir. Ils ont résisté et ça a donné toute cette situation. Et si en 2022, il y a eu les élections, il y a eu une sorte d'accalmie pour les élections locales et législatives, mais après ça a repris en 2023 avec l'ouverture des procès et un autre procès qui est venu s'y ajouter contre le ministre Mamba Niang, et voilà, et ensuite un autre dossier sur l'atteinte à la sûreté de l'État, la mise en résidence, l'arrestation. C'est une escalade incroyable qui a suivi. On aurait pu l'éviter. Et que pensez-vous qu'il faut faire aujourd'hui face à cette impasse qui se dessine justement? Je pense qu'il faut arriver à d'abord abréger les souffrances, parce que beaucoup de gens ont souffert de cette situation.
des morts, des blessés, des dégâts matériels. Il faut d'abord arrêter la souffrance, aller vers une réconciliation. C'est fondamental. La paix, c'est dans le calme. Il faut retrouver le calme. Mais en même temps, une autre exigence, il faut rendre justice. Il faut donc connaître la vérité. Il faut donner la parole aux victimes, qu'il explique. On essaie de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Ensuite, qu'on essaie de situer les responsabilités. Ceci étant dit, le reste maintenant c'est la réparation. Il faut un fonds de soutien pour la réparation des victimes. Et c'est en ce moment qu'on peut parler de pardon. On peut parler d'oubli. Et c'est indispensable. On ne peut pas construire un pays qui est balafré par la souffrance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que chaque parti cède une partie de sa colère, de ses rancœurs, pour qu'on revienne à une situation calme. Surtout qu'on va vers des élections qui doivent être un moment de fête. Vous parlez de retrouver le calme, mais aussi rendre la justice. Est-ce à dire que la loi d'amnistie aujourd'hui annoncée est prématurée? Non, en fait, la loi d'amnistie doit obéir à un certain nombre de conditions. D'abord, il faut voir l'opportunité. Est-ce que c'est vraiment le moment? Mais tout dépend de la motivation. Si on s'entend sur la motivation, aujourd'hui, la motivation de la loi d'amnistie, elle n'a pas été bien expliquée. En tout cas, les gens se posent des questions. C'est une loi d'amnistie, des interrogations. La première interrogation, c'est la motivation. Qu'est-ce qui motive une loi d'amnistie dans ces conditions-là? De façon générale, personne ne peut s'opposer à une loi d'amnistie si ça doit obéir à ce que j'ai dit, réconciliation, rendre justice. Mais pour cette loi-là, on a un premier problème, c'est la motivation. Le deuxième problème, c'est le moment. Qui a pris l'initiative de la loi d'amnistie? C'est le pouvoir lui-même. Et le président de la République est à quelques jours de son départ. On peut comprendre qu'à quelques jours de son départ, qu'on fixe une loi d'amnistie, mais si la motivation est expliquée, si la motivation est discutée, on n'a pas ça. Ça sort d'un dialogue sans beaucoup d'explications. Les gens s'interrogent sur le moment. Les gens s'interrogent aussi sur la modalité, parce que les questions préalables que j'ai posées n'ont pas été adressées. Est-ce qu'on a situé les responsabilités? Est-ce qu'on a évalué les débats et les dégâts? Est-ce qu'il y a un engagement pour les réparer? On a commencé par exécuter des actes d'apaisement comme les libérations et tout, ce qui se comprend, parce que quelqu'un qui souffre, il faut d'abord arrêter la souffrance. Donc il y a ces interrogations-là qui se posent. Et maintenant les modalités. Les modalités de cette loi d'amnistie, c'est tout cela. Politiquement, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dedans, est-ce que les questions financières sont concernées ou non, etc. Ensuite, on a un texte initial, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le contenu du texte final parce que des amendements sont possibles. Donc il y a une sorte de nébuleuse autour de la loi d'amnistie qui crée une suspicion. C'est pour ça que, effectivement, je pense qu'il y a un faux départ sur cette loi d'amnistie. Et elle fera déjà l'objet d'examen demain à l'Assemblée nationale. On l'a annoncé tout à l'heure dans le journal. Vous pensez que cette loi sera votée comme les autres proposées par le... Sera votée, c'est les députés en jugeront. Mais en tout cas, les Sénégalais seront très attentifs au débat et aux explications pour retrouver justement les réponses aux questions que j'ai posées. Si ces réponses se retrouvent dans les débats, dans les explications, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si ça n'est pas le cas, ça va ajouter au problème qu'on avait. Parce qu'une souffrance mal réparée est une nouvelle souffrance. Nous parlons encore de cette loi d'amnistie évoquée par le président de la République justement à l'occasion du dialogue national. Dialogue auquel vous avez décidé de ne pas participer. Pourquoi? Bon, les raisons sont très simples. Je pense que le format de ce dialogue a été mal monté. Lorsque vous voulez
parler de l'élection présidentielle, il faut tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel qui indique qu'il y a quand même des candidats qui sont là. C'est avec ces candidats qu'il faut parler d'abord, du format, de la motivation du dialogue, s'entendre avec eux, même s'il faut l'élargir à d'autres. Ça n'a pas été fait et les candidats ont décidé de ne pas le faire. Surtout qu'il y avait une décision très claire et on avait senti que depuis la décision le 15 février jusqu'à la date du dialogue, il s'était quand même passé une dizaine de jours où rien n'avait été fait, rien n'était entrepris pour fixer une date, alors que la question était simple, fixer une date pour une élection, une date qui ne sortirait pas de la durée de votre mandat, ça n'avait pas été fait et les faits nous ont donné raison parce qu'à l'issue du dialogue, ils ont proposé une date qui était totalement contraire aux recommandations ou en tout cas à la décision du Conseil constitutionnel. Donc notre position était juste et encore juste. Maintenant, tout est entre mains du Conseil constitutionnel. Justement, le président de la République il compte saisir le Conseil constitutionnel pour avis, mais vous aussi, vous avez saisi le Conseil constitutionnel. Qu'attendez-vous justement de cette requête? Tout. On attend tout. Aujourd'hui, nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour constater la carence, parce que nous estimons que pour fixer une date encadrée... Excusez-moi, c'est une requête ou un recours? Non, parce que puisqu'on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. On a fait une requête pour constater la carence et remédier à la carence. On a dit constater que depuis le 15, le président n'a pas déféré à votre décision, même si les services de l'État ont clairement dit qu'ils allaient respecter la décision dès le 16. Mais 10 jours après, il n'y avait rien. En plus, il a mis un dialogue entre-temps qui allait durer 2 jours. Oui, pour nous, on estime qu'il faut le faire tout de suite. On attend tout, parce que le Conseil constitutionnel doit être logique dans son analyse. Ils ont un considérant 14 qui dit qu'il faut fixer la date avant le 2. On s'approche à grands pas vers le 2. Donc, le Conseil peut-être attendait les conclusions du dialogue pour joindre les 2 dossiers et se prononcer. Nous attendons à ce que le Conseil rejette totalement toutes les propositions qui sont contraires à sa première décision du 15. Donc, entre le 15 et maintenant, il n'y a pas de changement, un changement fondamental qui puisse justifier un revirement de jurisprudence. Donc, nous attendons à ce que le Conseil nous fixe une date avant le 2, dise qu'à partir du 2, en fonction de la décision du président, ce qu'il faut faire pour gérer cette situation inédite, et veiller à ce qu'on aille vers des élections apaisées. On est le 4 mars. Pensez-vous que techniquement, il est possible d'organiser une élection avant le 2 avril, à moins d'un mois? Bien sûr, il faut déclencher. On ne pourra plus organiser totalement l'élection. De toute façon, on ne peut jamais définir la durée totale d'une élection. Parce qu'il y a toujours des contestations et il est possible que le Conseil constitutionnel annule même des élections après le 2e tour. Donc, on ne peut pas le dire. Non? Mais si c'est déclenché, maintenant on reste dans une situation où on est en train d'élire un président et qu'il y a un président sortant. Mais si le président décide de ne pas rester à partir du 2, c'est au Conseil constitutionnel de dire comment il faut faire. Et là, je pense qu'on n'a pas de problème pour ça. Oui, mais si on retient une date qui ne devrait pas dépasser le 2 avril, je voulais dire par là, on est le 4 mars aujourd'hui, là on est à mi-semaine presque, mardi, ça supposerait que la campagne puisse commencer au moins en fin de semaine prochaine. Ouais, mais nous, et déjà, on n'a pas encore entendu le Conseil constitutionnel. C'est vrai, il pourrait se prononcer à tout moment, mais si jusque-là le Conseil ne s'est pas prononcé, est-ce que ça ne vous fait pas perdre un peu de temps par rapport justement à cette date butoir? Bon, alors, déjà, si on prend une date, je fais maintenant de la magie, hein. Oui. On dit les élections, c'est le 31 décembre, c'est le 31 mars. Alors, il faut une campagne de 21 jours. Donc, il faut qu'une campagne commence le 10, à peu près. Le 10, c'est dimanche. Il n'y a aucun problème. Mieux, dans la première requête que nous avions déposé auprès du Conseil constitutionnel pour contester la loi et pour contester le décret, les candidats avaient dit au besoin rattraper les jours de campagne perdus. Donc c'est une faculté, au besoin, c'est un terme très important. On aurait pu dire
rattraper impérativement les jours de campagne perdus. Ce qui rendrait beaucoup plus difficile la possibilité d'organiser tout le processus électoral avant la passation de service du 3. Donc, tenant compte du fait qu'on a perdu quelques jours de campagne parce que cette campagne a été interrompue unilatéralement par le président de la République, on a dit, ok, il faut comprendre, on a dit, au besoin. Cela veut dire que les candidats étaient prêts à consentir une même réduction de la durée de la campagne qui peut être rattrapée par le regroupement des heures, etc. C'est des modalités dont on pourrait discuter. D'ailleurs, justement, ce qui rendrait très pertinent un dialogue. Le président aurait pu appeler les candidats en leur disant, ok, voilà la décision du Conseil, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, ce qu'on peut faire, c'est ça, comment on fait, etc., pour trouver une solution. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire en vous invitant justement? Non, il n'a pas voulu le faire, parce qu'il a dit, ok, on amène tout le monde, et parmi les points justement soulevés, c'était de remettre en cause justement la décision du Conseil. On n'y va pas, c'est pas possible. On ne peut pas être légaliste, accepter que c'est le Conseil qui fait de nous des candidats, qui nous donne ce titre et aller discuter pour dire oui, on remet en cause cette décision du Conseil constitutionnel. Ça n'est pas cohérent. C'est pour ça que c'était pas possible. D'accord. Aujourd'hui, il semblerait que ce qui vous a le plus dérangé, c'est le fait que ce dialogue, qu'on l'ait tenu en présence d'autres acteurs qui auraient pu, selon vous, être pas ignorés. Mais aujourd'hui, je pense que les candidats également qui n'ont pas été retenus avaient des requêtes. Et durant tout le processus, il y avait beaucoup de plaintes par rapport au dépôt des parrainages. C'est vrai qu'on a dépassé cette étape, mais est-ce que ce n'était pas également le moment d'en discuter au cours justement de ce dialogue? Non, tu sais, nous on n'est pas gênés par la présence des autres acteurs qui ont légitimement le droit de se plaindre. De toute façon, moi je suis très bien placé pour le dire, parce qu'en 2019 j'ai été recalé au parrainage. Injustement, je l'ai crié sous tous les toits, et en 2023, j'ai attiré l'attention sur le fait qu'on allait retrouver dans la même situation. Mais à ce qu'on appelle la vérité légale, dès qu'une décision du Conseil constitutionnel est retenue, il faut s'en tenir. En 2019, nous n'étions pas d'accord avec l'élection du président Macky Sall. Nous n'avions pas fait de recours, mais on ne l'a pas félicité. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui en a fait le président. Donc, ce n'est pas ça qui nous a gênés, c'est la démarche. Quand vous voulez développer, vous voulez résoudre un problème, il faut avoir une démarche inclusive. Et quand vous voulez choisir des partenaires avec qui vous discutez, il faut prendre les principaux concernés d'abord. Parce que vous devez construire, co-construire ensemble la paix. Vous devez co-construire ensemble le processus électoral. Parce qu'il y a eu des problèmes. On oublie qui a été à la base, on oublie tout ça. Mais pour réparer, pour co-réparer, il faut d'abord parler avec les concernés, ceux qui ont des droits reconnus. Maintenant, après avoir retenu un format, rien n'empêche de l'élargir à des gens qui ont des droits qui ne sont pas encore reconnus et qui se battent pour les reconnaître. Ça, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans un même salle. Venez, on va parler de tout. Non, ce n'est pas possible. Et par rapport à la deuxième proposition qui est justement sortie de ce dialogue, ça veut dire la poursuite du mandat du président de la République au-delà du 2 avril. C'est vrai, vous n'envisagez même pas que le président puisse rester encore au pouvoir au-delà du 2 avril, mais aujourd'hui, c'est une des hypothèses qui pourrait se présenter à nous tous. Donc, vous en pensez quoi? Non, ce n'est pas une hypothèse. Non, ça c'est réglé depuis. C'est réglé par le Conseil constitutionnel et par le président lui-même. Le Conseil constitutionnel a été clair. Ils ont dit que le projet de loi qui a été voté prévoit une dérogation à l'article 31, donc en reportant les élections, mais le Conseil considère que ce report-là équivaut à une prolongation de mandat et que la prolongation de mandat n'est pas possible. Et étant donné que la prolongation de mandat n'est pas possible, le décret qui a été pris pour arrêter le processus manque de base légale parce que ça s'était fondé sur ce projet de loi. Donc ce dossier, il est clos. Le mandat, c'est le 2. Le président l'a reconnu, il accepte qu'il va partir à partir du 2, le Conseil constitutionnel l'a reconnu. Il n'y a plus de problème. Maintenant, la question c'est quoi? C'est que le président, à partir du 2, décide de ne pas rester. Peut-être le Conseil constitutionnel
va accepter, parce que c'est au Conseil constitutionnel d'accepter. Si c'est une démission, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel accepte une démission à quelques jours. Ce serait un détournement d'objectif, parce que la démission, c'est un autre régime juridique. Ben, si tu démissionnes pour créer une situation, ou bien parce que vous êtes fâché, ou bien parce que vous n'êtes pas content de la façon dont vous avez été traité, non. Je ne pense pas que le président de la République puisse, après 12 ans, passer à la tête de l'État, après toutes les promesses qu'il a faites de ne pas faire moins que ses prédécesseurs, puisse laisser le pays comme ça, sans serrer la main à son successeur. Surtout que son successeur et son parent de fatigue qui est devant vous. Il faut qu'il reste pour me saluer quand même. Ça, je ne pense pas qu'il puisse partir comme ça. Je pense que c'est un moment de colère, peut-être de dépit, mais je pense que si le processus est déclenché, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune possibilité de prolonger un mandat. Maintenant, tout dépendra du Conseil constitutionnel qui va arranger tout ça. S'il insiste, il dit qu'il part, le Conseil constitutionnel va accepter de le constater. S'il fait une démission pour provoquer la transmission du pouvoir au président de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel peut parfaitement dire qu'il ne s'agit pas d'une démission, c'est une démission qui a d'autres objectifs, et ne pas l'accepter et mettre un régime juridique. Ça va se régler. Heureusement qu'on a des institutions qui sont là, qui fonctionnent et qui peuvent régler tous les cas de figure. Le mieux, à mon avis, c'est de rapidement fixer une date, de s'entendre sur la campagne et tout, de déclencher le processus. Peut-être même qu'on n'en sera pas là. Dès le premier tour, on aura un président. C'est possible. Et ensuite, après, on fait une passation. Un président au premier tour? Je pense, parce que c'est tout à fait possible. Les gens sont fatigués de cette élection. C'est un accouchement douloureux. Et avec 19 candidats, ce sera très difficile. Oui, mais il n'y a jamais 19 candidats. Dans les élections, il y a juste quelques candidats. Il y a un groupe de candidats en tête et ça va se jouer entre... Bon. Alors, donc, je pense que l'accouchement est très douloureux. Jusqu'à présent, on attend encore ces élections. Et donc, les Sénégalais en ont marre de cette élection, de ces débats et tout. Et ils vont tout de suite faire un choix, un vote utile dès le début pour que le pays se remette au travail. D'accord. Et vous, dans votre programme, est-ce que vous prévoyez des réformes qui pourront aujourd'hui régler ces genres de situations à l'avenir? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est l'une de nos particularités. On a un programme tabac, un programme économique et social, à partir de notre livre Construire le Sénégal du futur, du travail excellent qui a été fait par le collectif des cadres, de l'adoption de ce programme par la coalition Caman, un programme, il y a 20 mesures prioritaires, ça c'est le programme de construction du Sénégal. Mais avant cela, il y a un programme de réparation qu'on appelle le plan Diagal, c'est 14 mesures. Justement, parmi ces 14 mesures, il y a la refonte du processus électoral. Et on fera des thèmes de référence pour cette refonte. Sur le fichier d'abord, nous allons faire en sorte que tous les Sénégalais qui ont 18 ans révolus soient inscrits sur les listes électorales. Après, on ouvre maintenant des campagnes de radiation. Les gens qui ont des dossiers de justice, les gens qui ne veulent pas voter parce que ce n'est pas obligatoire, on aura un fichier électoral presque automatique. Et sur la base de ce fichier, on va faire des cartes d'électeurs qui seront différentes de la carte nationale d'identité, parce que c'est quand même deux cartes qui n'ont pas les mêmes fonctions. Sur le fichier, déjà, on règle un problème qui a été créé par le régime depuis 2012. Après, maintenant, c'est le parrainage. On va garder le parrainage, surtout pour la présidentielle, avec un schéma d'automatisation du parrainage. Avec des terminaux, vous venez retirer vos fiches, vous déposez votre caution, vous avez vos fiches de parrainage, et vous prenez des terminaux avec la caution pour les retourner après, et on ne peut pas parrainer deux fois, les doublons sont supprimés. Si vous parrainez une fois, vous faites votre signature électronique, vous avez tout de suite en temps réel les résultats, et puis quand vous bouclez vos 44 000 parrains, vous êtes validé, et on vous imprime, la Direction générale des élections vous imprime votre attestation comme quand vous avez votre parrainage. Cette attestation va être un document joint dans le dossier que vous allez déposer au Conseil constitutionnel. Il n'appartient pas en ce moment-là au Conseil constitutionnel de contrôler si le parrainage a été fait, de calculer des doublons, etc. Donc ça, vous réglez le parrainage. On mettra une haute autorité
pour l'élection, avec une autorité indépendante, autonome, qui va être maître du processus du début à la fin. Autorité dans laquelle on va fondre la DGE et la Commission électorale nationale autonome. Donc là, c'est le troisième élément du fichier qui est extrêmement important. Ensuite, on mettra le bulletin unique, on mettra le vote électronique, et c'est tout à fait possible. En ce moment, on oubliera tous les débats sur les questions électorales. Ce sera fini, on aura des élections transparentes. D'accord, mais est-ce que ça va régler aussi le problème qu'on a eu les candidatures, le nombre pléthorique de candidatures qu'on a eu avant l'étape des parrainages, justement? Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un nombre pléthorique. Plus de 200 candidats, mais quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Sénégal, on a suffisamment de gens qui croient qu'ils sont capables d'être présidents et qui ont une ambition, qui ont un programme. Maintenant, ça interpelle qui? Ça interpelle les Sénégalais qui votent. Il faut organiser le débat. Il faut laisser aux candidats la possibilité de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent faire du Sénégal. Moi, je pense que si on organise un débat en disant à chaque candidat, vous avez 1 heure de temps devant les Sénégalais, dites-nous ce que vous allez faire du Sénégal, il y a des candidats... ça, c'est possible quand on a un nombre réduit de candidats, mais avec des centaines de candidats, on n'a jamais eu une centaine de candidats. La preuve, on a 200 candidats. On a 19 candidats. Après, mais tout le monde peut retirer sa fiche. Tout le monde peut aller chercher ses parrains. Vous pensez qu'aller ramasser des parrains, là, c'est un cadeau, ça? C'est un travail politique qu'il faut faire. Moi, je ne suis absolument pas choqué par le fait que des gens, des Sénégalais, décident d'aller briguer le suffrage, d'essayer. Mais c'est tout. Maintenant, ceux qui font des calculs politiques et tout ça, ils sont dans leur propre contradiction. Mais le jeu est dur. Hein. Le montant de la caution? La caution, c'est 30 millions. C'est pas ça qui va bloquer quelqu'un qui va être candidat. Une fois tous les 5 ans, si vous voulez être candidat et que vous voulez vraiment avoir 30 millions, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le projet de société que vous proposez et les mécanismes qui sont mis en place entre vous et les populations pour expliquer ce que vous voulez faire. Et si ça, c'est pas réglé, évidemment, chacun va développer ses prétentions. Mais si vous savez que vous avez 1 heure de temps devant les Sénégalais pour leur expliquer ce que vous voulez faire du Sénégal, avec 40 journalistes qui vous posent des questions, mais avant de vous présenter, vous allez tourner votre langue 3 fois. Mais aujourd'hui, c'est assez facile parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat sur les candidatures. Que voulez-vous faire de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage? Quel est votre point de vue sur ça? Comment vous allez régler tel problème? Comment vous allez repositionner le Sénégal dans la situation géopolitique? Quels sont vos points de vue sur les questions de sécurité? Comment vous allez régler la question de l'éducation, de la santé, de la production, de l'intégration africaine? Voilà les vraies questions. Si vous n'avez pas de schéma sur ça, les Sénégalais jugeront. Et même si vous êtes candidat, mais les Sénégalais jugeront. Mais si les Sénégalais ont besoin de voter pour quelqu'un, pour d'autres raisons, ils sont libres. Le peuple est souverain. Et c'est ça le mécanisme. On n'a pas d'autre choix. Justement, parmi ce que vous proposez en tant que candidat, on l'a vu dans cette édition, le problème à l'état civil. C'est un réel problème au Sénégal. Aujourd'hui, les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève depuis 19 mois quand même. Il n'y a pas de solution. Ils souhaitent avoir de meilleures conditions de travail, mais aussi les Sénégalais eux-mêmes ont besoin d'un service meilleur. À l'état civil, vous pouvez passer une journée ou plusieurs semaines pour avoir un papier à l'état civil. Ce n'est pas informatisé, c'est très compliqué. Est-ce que dans votre programme, il y a quelque chose que vous avez prévu pour y remédier? Oui, bien sûr. Déjà, de toute façon, la situation, elle est chroniquement mauvaise. Il ne peut pas régler ça. Le pouvoir actuel ne peut pas régler cette affaire. Ils sont traînés avec ça depuis des années. Moi, je me rappelle, quand j'étais au ministère de la Coopération, il y avait un projet coréen de financement de l'automatisation de l'état civil avec 25 millions de pages à saisir. Il y avait des tests sur 4 ou 5 régions. Entre-temps, ils ont brûlé pendant les manifestations l'état civil et tout. Aujourd'hui, le système d'état civil doit être repris complètement. Et c'est écrit dans notre livre développé. D'abord à la naissance. La déclaration doit se faire à la naissance automatiquement. On n'attend pas 8 jours pour faire une déclaration à la naissance. C'est à la naissance automatiquement. Tous les centres qui reçoivent des femmes
en couche doivent avoir la possibilité de se connecter en réseau, les chefs de village, chefs de quartier et tout, toutes les personnes ressources répertoriées pour toutes les naissances, la déclaration et les fêtes. On met en place un système, une blockchain pour l'état civil, pour suivre l'évolution et prendre l'ensemble des informations, avec une possibilité même de tirer à distance son extrait d'état civil, une connexion avec le tribunal s'il s'agit d'un jugement et tout. Ça, c'est des systèmes qui sont élémentaires. Donc, ce travail-là n'a pas fait. Ensuite, la réforme des collectivités locales doit être réalisée. Avant d'aller vers ces réformes, justement, à l'état civil, on va poursuivre pour ça, mais à l'état civil, vous parliez de la déclaration, mais aujourd'hui, le régime de la déclaration, il est impossible pour une mère de déclarer son enfant. Est-ce que vous prévoyez justement de faire une modification par rapport à ça? Non, c'est le service lui-même, c'est le service qui accueille la femme qui accouche qui fait la déclaration. Vous donnez les informations, la déclaration elle est faite, le système est renseigné. Donc il n'y a plus de problème, vous n'entendez pas les 8 jours du truc pour après, vous êtes plus préoccupé par les dettes que vous avez pour le baptême que par autre chose. Et ensuite il y a des gens qui ne sont même pas déclarés en milieu rural et tout. Donc c'est tout le système qu'il faut. Malheureusement ici c'est au moment du baptême que nous avons. Mais justement c'est ça qu'il faut changer, c'est au moment de la naissance que la déclaration est faite. Immédiatement. Donc, nous serons obligés de donner des noms. Vous êtes obligé de donner, même si vous ne publiez pas le nom, pour d'autres raisons, vous êtes obligé de donner le nom. Ça, c'est clair. Le nom de l'enfant dès la naissance. Si vous donnez le nom, c'est renseigné dans un système. Il y a une blockchain qui est développée, c'est sécurisé. Et on a tout un système de production avec le système de vérification nécessaire. Ensuite, l'investissement qu'il faut dans les collectivités locales, ce n'est pas un investissement qui est réalisé à partir de dotations. C'est un fonds d'investissement communal qu'il faut mettre en place. Et les communes leur projet d'investissement est fixé par l'Assemblée nationale, avec des projets intercommunaux entre des communes, etc., et des projets par commune, etc. On n'a pas mis suffisamment d'argent dans les collectivités locales. C'est pour ça que le personnel a des problèmes. Ils ne peuvent pas les gérer. C'est la même chose les écoles coraniques. Ils payent, ils recrutent dans la fonction publique les enseignants, les instituteurs, pourquoi pas les écoles coraniques. Vous avez vu les conditions dans lesquelles les daras se trouvent. Il n'y a pas de projet. On les a suivis ensemble dans cette édition. Il n'y a aucun projet sérieux d'investissement. Nous allons mettre 8 000 milliards dans l'éducation avec une intégration des daras. Bon, ça fait quand même des années. Depuis l'indépendance, on n'a pas sérieusement traité ces questions-là. Nous avons fait des propositions très claires là-dessus, avec une intégration de l'école, de l'enseignement religieux, avec une intégration des langues nationales dans le système éducatif, avec une gratuité jusqu'à l'âge de 25 ans, avec un fonds d'investissement revolving sur l'éducation. C'est une véritable révolution dont on parle dans le chapitre 4 de notre livre. Et c'est ça qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, les conséquences de cela, c'est justement les pauvres travailleurs de ces collectivités locales qui se sentent délestés, ce qui est le cas, qui se sentent négligés. C'est la même chose que les maîtres coraniques. C'est la même chose que d'autres secteurs, les femmes, les enfants, la petite enfance. Il n'y a pas d'enseignement public gratuit pour la petite enfance. C'est un système qui a atteint ses limites. Et aujourd'hui, on va vers une situation, c'est pour ça que ces élections sont d'une importance capitale. C'est une élection de rupture entre l'ancien régime qui s'est contenté d'un schéma de développement basé principalement sur l'allégeance aux bailleurs de fonds et l'endettement public, vers un système où on devient un hub pétrolier et gazier avec des ressources humaines qu'il faut repositionner avec de véritables projets de développement et un investissement massif dans des secteurs comme l'éducation, comme la santé. Nous espérons que vous espérez plutôt que vous allez y arriver avec ces querelles internes au sein de l'opposition, il faut le dire. Va plus tard qu'avant-hier, il y avait un rassemblement à l'occasion duquel on a assisté à des jets de pierre. À ce qu'il semblerait, ce seraient des partisans du candidat Khalifa Sall et ceux de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Ces guerres, est-ce que ça peut vous aider lors de la présidentielle? Ça pourrait, en d'autres termes, vous porter préjudice? C'est regrettable.
C'est regrettable, même si c'est entre le pouvoir et l'opposition, la rivalité ne doit pas prendre cette forme-là. C'est encore pire quand il s'agit de chauffourées entre membres de l'opposition. Je pense que c'est une situation qui va être dépassée rapidement. Il y a déjà des bonnes volontés qui se sont mobilisées pour mettre fin à cette situation et prévenir d'autres. Je pense qu'il faut un cessez-le-feu général dans l'opposition, dans la classe politique de façon générale. Ce n'est pas le moment. On a suffisamment de problèmes, on a suffisamment de souffrances, on a suffisamment d'inquiétudes qu'aujourd'hui, il faut quand même calmer le jeu, essayer de dépasser cette passe-là qui est extrêmement sensible, organiser des élections, y aller dans la transparence, sans violence, absolument zéro violence, et avoir un président qui va réconcilier tous les Sénégalais. Et je pense que les dirigeants de ces formations politiques qui sont soupçonnés d'avoir été à la base de ça sont dans de bonnes dispositions pour calmer le jeu. J'insiste sur la question parce qu'en 2012, on sait que l'opposition au moins était d'accord sur une chose, c'est que si un candidat réussit à aller au second tour face à Abdoulaye Wade à l'époque, toute l'opposition allait le soutenir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer une telle situation dans l'opposition actuelle, sachant que entre beaucoup de leaders politiques, peut-être pas les leaders, mais les jeunes des partis qui sont candidats aujourd'hui risquent de ne pas respecter les consignes de vote si toutefois un candidat qui ne leur est pas favorable passe au second tour? Oh, moi je ne dirais pas la même chose, hein. Le contexte est différent. Il y avait un président sortant qui était candidat en 2012 et qui voulait briguer un troisième mandat contesté. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une concurrence ouverte entre des candidats dont aucun n'est un candidat sortant. Il y a un candidat qui est candidat du pouvoir, d'ailleurs, on en doute d'ailleurs, et il y a d'autres candidats. Chacun va proposer son programme. Maintenant, je pense que les alliances qui vont se faire au deuxième tour se feront sur la base des convergences programmatiques. Ce ne sera pas sur la base de consignes de vote. Moi, en tout cas, je n'ose pas donner des consignes de vote comme ça, à la légère. Non, je donnerai des consignes de vote sur la base de la proximité programmatique que j'ai avec tel ou tel candidat. Ou bien, je peux recevoir évidemment des votes, des soutiens, mais chacun a sa façon de fonctionner. Je pense que le contexte qu'on va vivre là pour les élections est assez spécial. Maintenant, les conflits, comme vous l'avez dit, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses, donc c'est pour ça qu'il faut les calmer avant. Et je pense que les démarches qui sont en cours permettront de le faire. Vous pensez que le président Macky Sall sortira par la grande porte après tout ce qui s'est passé? Sortie difficile. Bon, la grande porte, c'est à vous de la créer. Même si vous avez une fenêtre, vous pouvez la transformer en grande porte par une petite déclaration, un comportement. Il a pu se tromper. Il a pu se tromper. Il a pu faire une analyse en pensant qu'il aurait pu agir comme ça, avoir tel résultat. Mais les faits sont là. Quand vous vous heurtez à des situations difficiles, il faut savoir reculer et reconsidérer la situation et revenir à de meilleurs sentiments. Je pense que, comme tous les hommes politiques sénégalais, il a l'expérience qu'il faut pour comprendre ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est plus possible au Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, et ça c'est une bonne chose, on ne peut plus gouverner comme avant. Et les Sénégalais n'acceptent plus d'être dirigés comme avant. Donc si vous voulez vraiment vous positionner politiquement au Sénégal, il faut respecter le peuple sénégalais, en considérant qu'ils comprennent tous les jeux politiques que les gens développent. Ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de rester au pouvoir par tous les moyens. Et je pense que le fait qu'ils disent qu'ils partent le 2, ça veut dire qu'il est dans les dispositions pour partir, et il faut l'aider. Il faut l'aider à partir. D'accord. Malheureusement, il avait annoncé très tôt qu'il ne comptait pas briguer un troisième mandat. On ne l'avait pas cru. Aujourd'hui, il dit qu'il souhaite quitter le pouvoir le 2 avril au plus tard. Peut-on justement évoquer son antécédent justement pour être optimiste quant à sa sortie du pouvoir au plus tard le 2. Bon, là c'est une question de crédibilité. Les gens, quand ils vous disent une chose, vous pouvez vous fier.
Mais bon, quand il y a des changements de point de vue ou bien des paroles qui ne sont pas conformes à des actes, parfois ça crée le doute. Mais c'est à vous de dissiper les doutes en rassurant les Sénégalais. Quand vous dirigez un peuple, il faut le rassurer tout le temps, lui expliquer. Et les gens ne comprennent pas tout de suite parfois. Il faut du temps. Mais il faut prendre le temps d'abord d'avoir un discours clair, sans ambiguïté, déjà, et ensuite s'en tenir à ça. Et s'il y a des changements de circonstances, venir expliquer aux Sénégalais, oui, j'avais dit ça, mais voilà ce qui s'est passé, je ne peux plus faire ça, c'est pour cette raison, de façon claire. Mais dès qu'il y a de l'ambiguïté, alors chacun y va de son analyse, et ici, chacun est capable de faire toutes sortes d'analyses, et ça, ce n'est pas bien pour la stabilité. Et justement, si on peut se permettre cette petite digression, vous pensez que sa décision de reporter les élections n'était pas assez motivée? Ah oui, non, mais attends, moi je suis très mal placé pour en parler. Parce à sa place, auriez-vous tenu les élections dans ce contexte? Non, la façon dont les élections ont été reportées, c'est catastrophique. Heureusement que le Conseil constitutionnel est là. On ne peut pas arrêter un processus électoral comme ça, de façon unilatérale. Pas possible. Vous n'êtes pas candidat. Vous êtes président sortant. À 10 heures du début de la campagne électorale, vous dites arrêtez tout, parce qu'il y a un projet de loi, tu ne sais même pas si ça va être voté par l'Assemblée nationale, qui pose des problèmes sérieux. Ça, c'est catastrophique. Et vous mettez votre majorité avec les requérants qui peuvent avoir le droit de se battre pour faire participer à l'élection. Mais attendez, heureusement que le Conseil constitutionnel est là. Imaginez une seconde que le Conseil constitutionnel suive le président dans ça, ou bien l'Assemblée nationale. Non, ça, c'est un exemple à ne pas. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. Maintenant, reporter des élections, ça peut se justifier à des moments donnés. Parce qu'il y a un concours de circonstances qui fait qu'il vaut mieux gagner quelques mois ou quelques jours et faire de bonnes élections qu'aller dans des élections dans des conditions difficiles. Donc, tout est question de méthode. Mais vous ne pouvez pas attendre dans ces conditions-là et reporter des élections. Ça ne fera jamais l'unanimité. La preuve, c'était une décision impopulaire que tout le monde a combattue. Alors, malheureusement, maintenant, si vous n'avez pas l'intention du tout d'organiser des élections depuis des mois et que vous cherchez à les reporter, évidemment, si vous faites ça, ça va confirmer tout ce que les gens ont pensé de mal de ce report-là. D'accord. En 2021, vous aviez écrit une lettre au président Macky Sall, une lettre qui semblait prémonitoire. Aujourd'hui, l'histoire semble vous donner raison. Si vous deviez vous prêter à nouveau à ce jeu, que lui diriez-vous? Je lui aurais fait une autre lettre en lui disant, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas le droit de le faire ainsi. Vous ne devez pas rendre compliquer des choses simples. Fixer une date pour l'organisation de l'élection. Une date avant la fin de votre mandat. Et discuter avec les candidats pour voir les incidences de cette date sur la campagne électorale et sur l'organisation des élections et les recours. Veillez à ce que les élections s'organisent de façon transparente et serrez la main à votre successeur. C'est ça que je lui aurais dit. Et que même si certains disent ouais, il veut rester au pouvoir et tout, ne les écoutez pas. Le 2, c'est pas loin, vous quitterez. Et en ce moment-là, vous laisserez au Sénégal une histoire. Je lui dirai que c'est vrai que votre fin de règne a été difficile. Pendant 2-3 ans, vous avez vécu une situation extrêmement difficile, vous avez fait face à plusieurs pressions. Et c'est ça, le pouvoir. Vous avez choisi, vous vous en êtes sorti tant bien que mal. Laissez les germes d'une solution définitive à votre successeur. C'est trop court pour entamer de grandes réformes. C'est trop court pour entamer des grandes réparations. C'est trop court pour penser les blessures. Amorcez et laissez votre successeur faire le nécessaire. C'est ça que je lui aurais dit. D'accord. Et vous auriez pu conclure par les mêmes mots. Oui, les mêmes mots que le Sénégal est plus grand que nous tous, comme tout le monde le dit d'ailleurs maintenant. Que
il y a toujours des successeurs qui peuvent prendre le relais en sauvegardant ce qui a été fait de bien. Qu'est-ce qui a été fait de bien? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a sauvegardé beaucoup de choses. On a fait des investissements qui ont permis d'entrer dans des zones qui n'ont jamais connu certaines infrastructures, beaucoup de choses de bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui n'auraient pas dû être faites. On peut les changer rapidement. Il y a des choses qui auraient dû être réalisées. Avec tout ce qu'on a eu comme moyens financiers, ça n'a pas été fait. Et évidemment, c'est ça la continuité de l'État. Et je pense que si tout le monde le comprend, on n'a pas besoin de se battre. Comme on dit en bon Wolof, Sentu Asaman Derul Bukhante. Il y a énormément de choses à faire pour construire un pays et c'est nous, les dispositions dans lesquelles nous sommes. Rassembler tout le monde. Que chacun amène son expertise, que chacun amène sa volonté, que chacun amène son amour pour le Sénégal, pour qu'on ait la paix. Maintenant, le passé, il faut le traiter pour que le souvenir, même s'il est douloureux, puisse être supporté. Il ne faut pas faire la toilette du mauvais souvenir. Il ne faut pas également ensevelir des questions qui ne sont pas traitées. Et donc, c'est pour ça que je dis, comme au début, réconciliation, mais également besoin de justice, besoin de vérité. Comme au début également, nous allons finir avec vos mots. Allons donc à l'essentiel. Le Sénégal vous écoute, le monde vous regarde, l'histoire retiendra et le Sénégal restera toujours. Exactement, c'était les mots de conclusion. J'aurais pu republier cette lettre-là pour rafraîchir la mémoire depuis 2021. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Boubacar Camara, candidat à l'élection présidentielle. Il était notre invité de ce soir. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette édition suivie d'entretien. Nous vous donnons rendez-vous demain dans la bonne heure qui reviendra à midi avec Ndeye Fatou Diop. Et puis, je vous retrouverai également à 19h. D'ici là,